Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire que nous avons la chance de pouvoir organiser donc avec CCI France International. Donc, je me présente Catherine Oluet, déléguée générale de French Healthcare Association. Nous organisons aujourd'hui ce séminaire sur le thème infrastructure hospitalière, une réponse française aux opportunités d'Europe centrale et orientale. Donc, ce séminaire va durer 1 heure jusqu'à 15h30. Il va y avoir tout d'abord plusieurs intervenants qui vont essayer d'éclairer la question qui nous occupe aujourd'hui. Donc, les intervenants seront Jean-François Gendron, président de French Healthcare Association, Jean-Louis Fuse, directeur du développement international de Bouygues Bâtiment International, Benjamin Dimbavant, directeur du développement de SFEH, Société française d'équipement hospitalier, Emmanuel Masson, directeur général de Clinéa, du groupe Orpea, essaiera de nous rejoindre, bien qu'il soit en Colombie, dans l'avion actuellement, mais normalement, il devrait pouvoir nous rejoindre en fin de séance. Et puis, nous aurons du côté des chambres Monica Constant, qui est directrice de la Chambre de commerce française en Pologne, et Adriana Record, qui est directrice de la Chambre française en Roumanie. Donc, avant de commencer les interventions et d'entrer dans le vif du sujet, nous avons un petit sondage à vous proposer pour mieux connaître vos attentes par rapport à ce webinaire. Le sondage, c'est: avez-vous un projet de développement dans le secteur hospitalier en Pologne, oui ou non? Et avez-vous un projet de développement dans le secteur hospitalier en Roumanie? Vous allez pouvoir normalement voter, puisque les deux pays à l'honneur aujourd'hui sont la Pologne et la Roumanie, dans lesquels des investissements en infrastructures hospitalières pourraient avoir lieu cette année et donc devraient vous intéresser. Voilà, donc voilà les résultats du sondage. Donc, écoutez, parité respectée. Donc, avez-vous un projet de développement en Pologne? Oui, pour la moitié d'entre vous. Non pour l'autre moitié. Et en Roumanie également. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-François Gendron, donc le président de l'association, qui va vous présenter en quelques mots l'activité de French Healthcare Association et pour en venir donc ensuite à notre groupe infrastructure hospitalière, qui est le sujet du jour. Voilà, Jean-François. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être en face, même si je ne vous vois pas, de plusieurs dizaines de participants. C'est ce que je vois à l'écran, avec sûrement certains que j'ai le plaisir déjà de connaître. Quelques slides très rapidement pour vous présenter French Healthcare dans son ensemble. French Healthcare, c'est tout d'abord une marque qui a été créée par le ministère des Affaires étrangères en 2017 et très vite, on a été amené à donc, pour porter cette marque sur le plan collectif, à créer une association, French Healthcare Association, qui est née courant 2018. Et c'est à ce titre que nous sommes là aujourd'hui, sachant que French Healthcare en tant que tel est porté par l'association, comme je viens de vous le dire, mais aussi par Business France dans la notion de marque collective. Alors, slide suivant, French Healthcare, l'association, généralement, on résume en 3 mots: promouvoir, fédérer et attirer. Promouvoir parce que nous sommes dans une logique de permettre aux pays étrangers d'avoir une vision globale de l'offre française en matière de santé. Et quand j'ai une vision globale, c'est aussi bien en y intégrant des hôpitaux, publics ou privés, que des entreprises de dispositifs médicaux, des
constructeurs comme Bouygues ou des équipementiers comme notre ami Benjamin aujourd'hui. Le fédérer parce que nous essayons d'élaborer des offres collectives. Nous le verrons tout à l'heure avec le sujet d'aujourd'hui sur les infrastructures hospitalières. Mais nous réussissons aussi à faire en sorte que des entreprises françaises qui sont concurrentes en France soient complémentaires et aillent ensemble à l'étranger pour chasser en meute, selon une expression que nous aimons bien. Attirer parce que nous avons aussi un volet attractivité dans l'association, notamment à travers l'accueil de patients étrangers et la formation de médecins et étudiants étrangers. J'y reviendrai tout à l'heure dans quelques exemples. Alors, nos membres, vous avez là un petit échantillon des 160 membres adhérents de l'année dernière. Et là, nous avons, depuis le début de l'année, plus de 25 nouveaux adhérents. Donc, voilà, ça continue de progresser. Donc, vous voyez, des entreprises, des établissements de santé, bien sûr les fédérations, le LEM, le SNITEM, mais aussi Unicancer ou les CHU de France, pour vous montrer un peu que nous englobons l'ensemble du monde de la santé à travers nos adhérents, sachant que pour être adhérent, il faut être français, à l'international et dans la santé. Le slide suivant vous montre un peu les différents secteurs d'activité dans lesquels se retrouvent nos membres. Donc, la pharmacie, avec certains grands de la pharmacie, mais nous avons toute taille d'entreprise, de la start-up jusqu'au grand groupe. Bien sûr, beaucoup d'entreprises autour du dispositif médical, mais aussi, comme je vous le disais, des hôpitaux avec un certain nombre de centres de lutte contre le cancer ou d'hôpitaux qui accueillent de la patientèle étrangère. Tout ce qui est infrastructure autour de AIA, APHP International ou Bouygues, par exemple, ou Orpea. AIA étant un très gros cabinet d'architecture international. Le transport, mais aussi la e-santé. Bref, beaucoup de secteurs d'activité pour jouer collectif à l'international. Un des points forts de notre association, ce sont nos groupes de travail. Groupes de travail dans lesquels tous les membres essayent de se retrouver à travers ces 9 groupes et qui permettent d'aboutir vraiment sur des actions très, très concrètes pour les membres, pour essayer de les aider à se développer à l'international et de par le fait, permettre une meilleure lisibilité de la marque French Healthcare à l'international. Alors, plutôt que de détailler ces groupes, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le groupe technologie médicale, nous élaborons un certain nombre de fiches thématiques. Nous en avons eu sur, par exemple, le traitement des déchets en milieu hospitalier, mais aussi le traitement de l'air, etc., etc. Ce sont des fiches qui sont très prisées par les ambassades, notamment de France à l'étranger, et qui sont aussi à la disposition des chambres de commerce françaises à l'étranger, si elles le souhaitent, et qui permettent d'avoir une bonne vision de l'offre française dans un domaine particulier. Nous avons aussi de la collaboration croisée pour les adhérents, avec ces fiches, nos solutions qui permettent de montrer tout ce que peut un peu la fiche d'identité de l'entreprise et ce qu'elles peuvent faire avec d'autres entreprises à l'export. Des cartographies, là vous avez la cartographie diabète qui recense l'ensemble des acteurs français de la prévention jusqu'au traitement du diabète et qui a été traduit, bien sûr tous ces documents sont en anglais, mais aussi pour le diabète en espagnol. Et en chinois, et ce qui nous permet là aussi de montrer l'offre française. Ça, c'était le groupe
maladies chroniques qui a travaillé sur le sujet. Et nous avons en préparation une cartographie cancer et une cartographie e-santé, toujours sur le même format. Des événements auxquels nous sommes présents, notamment lorsqu'il n'y a pas de pavillon de Business France. Donc, nous pouvons jouer ce rôle de pavillon de stand collectif pour un certain nombre de nos membres sur certains événements. Et puis, nous avons pas mal d'interventions, bien sûr, extérieures. Slide suivant, un autre exemple très malheureusement d'actualité autour du Covid. Nous avons, ça va faire un an maintenant, recensé un certain nombre d'entreprises par catégorie, vous les avez ici, qui sont en capacité de fournir des équipements ou des solutions autour du Covid pour des hôpitaux étrangers, puisque toutes ces entreprises sont déjà à l'étranger. Et donc, cela a permis d'avoir plus de 100 entreprises là, qui ont fait du business grâce à cette liste qui, je le répète, a circulé et continue de circuler, notamment dans les ambassades de France à l'étranger, à la disposition des hôpitaux et services étrangers pour avoir des solutions autour du Covid. Autre exemple, plus récent, un site que nous venons de créer, My French Hospital, qui permet de recenser des hôpitaux par spécialité pour, lorsqu'on est à l'étranger, que l'on soit ressortissant français à l'étranger ou étranger voulant se faire soigner en France, par spécialité d'avoir mais c'est plus pour les étrangers, d'avoir les hôpitaux qui sont en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions hôtelières, parce que les soins sont les mêmes pour tout le monde, bien sûr, en France, dans de bonnes conditions hôtelières, l'ensemble des patients étrangers, avec, bien sûr, en parlant plusieurs langues, etc. Nous avons créé un label French Hospital Quality, qui est un label de qualité d'accueil des patients étrangers avec l'AFNOR. Tout ça, c'est récent, et donc il y a des hôpitaux qui commencent à être labellisés. Et puis, nous avons aussi un site My French Medical Training qui recense l'ensemble des formations que certains hôpitaux français peuvent fournir, peuvent proposer à des médecins et étudiants étrangers pour parfaire leurs connaissances sur le plan médical. Bien sûr, des cocktails networking. Là, vous avez l'exemple de cocktail French Healthcare à Arabels que nous faisons tous les ans et qui a un gros succès avec l'ambassadeur de France et un certain nombre de personnalités, en lien aussi avec la Chambre de commerce française à Dubaï. Un certain nombre de pitchs que nous faisons devant pour les membres. Là, c'était le CAPS, il y a eu GAP, enfin bon, des grands groupes, etc. Et puis des déjeuners lorsque c'était possible, et j'espère que ça va recommencer. Là, c'était sur l'Asie. On l'a fait aussi avec la Fondation Aga Khan. Et bien sûr, nous continuons durant cette période de faire beaucoup de webinaires, mais ça ne remplacera pas le virtuel ne remplacera pas, j'espère, les rencontres physiques à terme. Et puis, juste pour terminer ma présentation, donc un petit focus sur cette nouvelle fiche technique, groupe infrastructure hospitalière, mais je vais laisser mes amis en parler mieux que moi, qui, là encore, est faite pour démontrer que la France a des réponses globales dans un certain nombre de domaines autour de la santé, et notamment dans l'infrastructure hospitalière, puisque, et je le dis devant mon ami Jean-Louis Fus de Bouygues, un hôpital, ça n'est pas que du béton, c'est surtout et aussi du matériel, mais aussi de l'équipement, mais aussi de la formation du personnel et de l'accompagnement à l'ouverture d'un hôpital. Et ça, nous avons les compétences, et c'est ce que nous avons voulu essayer de démontrer à travers cette fiche. Je vous remercie. Vous avez comme dernière slide, je pense, les coordonnées de l'association avec nos sites Internet. Merci beaucoup de votre attention.
Catherine, ton micro. J'avais désactivé mon micro, excusez-moi. Donc, merci Jean-François. La transition est toute trouvée avec Jean-Louis Fuse, directeur de développement de Bouygues Bâtiment International, qui va entrer maintenant plus dans le détail du champ d'activité du groupe infrastructure hospitalière et qui va nous présenter la fiche thématique que nous venons de finaliser. Merci Catherine. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Est-ce que la fiche est Est-ce que la slide oui, est à l'écran? Très bien. Bon, bien, bonjour à tous. Effectivement, j'ai l'insigne honneur de vous présenter le travail de l'équipe, si j'arrive à faire passer. Ah. Alors là, c'est la panne. Oui. Bon, on commence mal. Catherine, tu peux activer les slides, non? Oui. C'est Jean-Louis qui a la main sur ça. Ça y est, c'est voilà. bon. Excusez-moi. Oui, alors, je vais essayer de rattraper le retard. Donc, dès le début de la création de l'association, on était tous un certain nombre de membres impliqués dans la construction d'hôpitaux. On se croisait sur les affaires, mais l'association nous a donné finalement l'opportunité de créer ce groupe qui réunit à la fois des programmistes, des concepteurs, des équipementiers, des constructeurs, des designers et des opérateurs. Et en même temps que ce groupe se créait, se finalisait le guide AFNOR des bonnes pratiques de construction et exploitation hospitalière française et internationale. C'est un travail de longue haleine qui avait d'ailleurs été mené auquel avaient participé un certain nombre des membres de notre groupe de travail. Alors ça, c'était un espèce de corpus finalement de bonnes pratiques et on a souhaité en plus se doter donc d'un outil de communication et de promotion de notre savoir-faire à disposition de tous. Alors, on a donc abouti récemment, c'est presque la version finale, à cette fiche qui se présente sous forme d'un 4 pages. Je maîtrise extrêmement bien la technique. Et qui est constituée de la façon suivante. Finalement, alors comme je disais, hein, on s'appuie sur le travail qui avait été effectué en amont avec l'établissement du guide des bonnes pratiques auquel on fait référence. Et cette fiche, elle identifie finalement sur la partie gauche les différentes étapes de ce que peut être un projet d'hôpital, depuis le projet de santé jusqu'à son recrutement, jusqu'au projet évidemment architectural, et puis en intégrant évidemment tout ce qui est responsabilité sociétale et environnementale. Puis en face, finalement, on a essayé d'identifier tous les savoir-faire qui étaient présents dans l'association, depuis la conception-programmation jusqu'à, alors je ne vais pas toutes les citer, finalement jusqu'au management, à l'audit, et en passant par le financement, puisqu'en fait, il ne faut pas oublier quand on aborde l'international, du soutien qu'on peut avoir, notamment de la Direction générale du Trésor, pour financer des études, financer des projets, financer des démarches commerciales à l'étranger. Ce qui peut être, dans certains cas, assez lourd, notamment pour des PME. Ensuite, on a voulu lister un certain nombre de réalisations exemplaires. Alors, très volontairement, on n'a pas cité ici tous les membres de l'association et du groupe de travail. En revanche, ça ne résiste pas au modernisme, et on a un QR code à la fin qui vous renvoie sur le site, qui permet d'identifier les membres. Donc voilà notre fiche prête à être distribuée. Alors c'est un outil dont tout le monde peut se servir.
les membres de l'association, évidemment, les CCI, nos postes économiques, postes diplomatiques, de façon à faire cette promotion de notre savoir-faire d'ensemblier. Alors, on va essayer de revenir. Hop, magnifique. Voilà, et la fiche est actuellement en ligne depuis ce matin sur notre site frenchhealthcare-association.fr. La fiche est téléchargeable en français et en anglais. Alors, bon, comme j'avais un moment d'intervention, je n'ai pas résisté au plaisir de faire un peu de pub pour notre groupe, mais je vais passer assez vite. On a quand même réalisé à peu près environ 500 hôpitaux dans le monde, pas tout seul, comme le disait tout à l'heure Jean-François, et pas que en béton, avec beaucoup de partenaires membres de l'association, mais on voudrait qu'il y en ait plus. Quelques références récentes ou en cours. Et enfin, alors les PECO et les opportunités des PECO. Alors, on a fait comme tout le monde, on s'est jeté vers l'Est dans les années 90, Pologne, République tchèque et Hongrie. À l'époque, c'était l'époque bénie des investissements directs étrangers, des aides européennes, et une demande très forte. Et on faisait beaucoup de développement pour des clients privés et internationaux. Dans les années 2000, comme tout le monde, ou peut-être certains un peu avant, ça a été une tentative de pérennisation et de croissance, notamment par acquisition. Et donc, nous, en Pologne, on a acheté une société qui s'appelle Karmar, société en République tchèque qui est VCES. Et nous sommes présents également en immobilier et également en construction de routes. Alors, l'infrastructure de santé, opportunité, point d'interrogation. Alors, en avertissement, je voudrais dire que Bouygues, nous, on est un constructeur et on est un constructeur généraliste. Ce qui veut dire que la santé, pour nous, c'est un secteur, mais que ce secteur, il est en compétition avec d'autres secteurs de développement comme le logement, les infrastructures ou le tertiaire. Et donc, nécessairement, mes commentaires sont liés, doivent être compris dans le sens où nous, on regarde où notre investissement est le plus porteur. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'en Pologne, un marché extrêmement compétitif pour un constructeur, marché très mature avec des entreprises de construction très puissantes et bien implantées, le système de santé décentralisé, avec des écosystèmes régionaux très forts. Ça a toujours été le cas, des grandes métropoles d'équilibre, que je qualifierais d'équilibre, comme Wrocław ou les trois villes, Tri-City, Katowice, qui sont des villes extrêmement dynamiques, dans des régions dynamiques. Et on voit plutôt des projets d'envergure moyenne, publique ou privée. En fait, la Pologne, comme beaucoup de pays, d'anciens pays du bloc, avait un système de santé bien développé avec de nombreux hôpitaux. Et on est plutôt, à mon avis, dans une logique de rénovation ou d'extension le cas échéant. Recours au PPP. Alors, pourquoi je souligne ça? Parce que pour des entreprises de notre dimension, évidemment, on cherche des opérations à valeur ajoutée et des opérations plutôt d'offres globales. Et les PPP sont des bons exemples. Il y a eu de mémoire un exemple à Giviec qui a été, somme toute, assez peu concluant et qui n'a pas servi finalement de modèle ou de pathfinder pour beaucoup d'autres opportunités. La Roumanie, pour nous, c'est un pays qu'on regarde de façon différente. On n'a pas un contexte et un environnement aujourd'hui qui nous permettent d'envisager une implantation pérenne. On est extrêmement opportuniste. Comme tout le monde, je pense, on regarde ce qui va devenir des opérations de Brachouf et des hôpitaux régionaux en cours d'études. Le recours au PPP pourrait présenter une opportunité. Il y a parfois des stratégies des autorités responsables qui est parfois un peu lisible pour les acteurs étrangers.
Et puis, l'environnement peut être un peu compliqué. Voilà, c'est assez bref, mais je préfère laisser les spécialistes, Monica par exemple, nous parler de ce magnifique pays qu'est la Pologne. Merci Jean-Louis. Emmanuel Masson, qui est à l'aéroport, qui est arrivé à l'aéroport en Colombie, nous a rejoint. Emmanuel Masson, directeur de Clinea du groupe Orpea, et qui va pouvoir apporter son témoignage, je pense, il nous entend, Emmanuel, sa vision des opportunités d'infrastructures hospitalières en Pologne et Roumanie en l'occurrence. Et puis Emmanuel, qui est le pilote actuel du groupe infrastructures hospitalières de l'association. Emmanuel? Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis désolé pour le retard. Problème de vol intérieur en Colombie. Merci Catherine. Orpea aujourd'hui est présent en Pologne depuis près de 8 ans. Nous ne sommes pas encore présents en Roumanie, donc c'est plus difficile pour moi de vous donner des informations sur ce pays. Sur la Pologne en particulier, les Français sont plutôt très bien vus. On a une bonne couverture au niveau de l'ambassade qui nous aide énormément s'il y a besoin sur le développement. On est sur une infrastructure médicale sur laquelle on a du privé qui existe, donc avec un bon écosystème favorable aussi à des opérateurs privés en termes de santé. La partie médicale publique est assez fermée, est très tournée très orientée sur elle-même, mais avec beaucoup d'opportunités, en particulier sur les infrastructures qui sont vieillissantes en dehors de Varsovie. Il faut bien voir que sur la Pologne, on a quand même des grandes villes. On a des grandes villes comme qui sont autour de Varsovie. Excusez-moi, je marche en même temps pour récupérer mon prochain rendez-vous. Donc, oui, il y a des grandes villes autour de Varsovie qui sont très demandeuses en termes de développement, que ce soit à moins d'une heure de Varsovie, avec des liaisons assez simples sur le territoire. Et donc, la Pologne est bien structurée par rapport à ça. C'est aussi un pays qui a un système de sécurité sociale qui est aussi assez clair en termes de fonctionnement et de financement, qui permet comme ça, effectivement, d'avoir un environnement, un écosystème assez proche de celui qu'on connaît en France. La grande difficulté de la Pologne, c'est qu'aujourd'hui, son gouvernement qui est assez conservateur et qui, de temps en temps, prend des décisions très conservatrices, ça va de soi, et qui ne sont pas forcément favorables à l'implantation de sociétés étrangères. On l'a vu sur la grande distribution, par exemple, où ils ont décidé de façon assez brutale de taxer les sociétés étrangères en matière de bénéfices. La santé, pour l'instant, est plutôt préservée de ce genre de choses, et la France, comme je le disais, bénéficie d'une bonne image. Je pense qu'aujourd'hui, sur la logique de retravailler sur des infrastructures hospitalières en Pologne, la France a largement de beaux avantages. Bien sûr, nous sommes en concurrence avec les Allemands, par exemple. Mais l'histoire fait aussi que la France a aussi un passif beaucoup plus favorable que l'Allemagne, par exemple, dans certaines régions de Pologne. Donc, sur la Pologne, il me semble qu'aujourd'hui, nous pourrions avoir une action via l'ambassade assez importante pour effectivement pouvoir regarder les marchés de ce pays. Voilà ce que je peux dire pour moi aujourd'hui sur la Pologne. La Roumanie, comme je vous le disais, est un pays que l'on n'a pas encore complètement découvert, mais je pense qu'il y a aussi des besoins importants en termes d'infrastructure hospitalière. Et comme le disait Catherine, la capacité pour nous, donc investisseurs français et sociétés françaises, la capacité effectivement d'y aller dans une logique d'une offre combinée sur les infrastructures hospitalières paraît aussi quelque chose d'intéressant, d'autant plus que, comme on le disait,
système santé et la France sont plutôt bien vus dans ces pays. Je suis à votre disposition, bien entendu, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer. Merci Emmanuel. Alors justement, vous pouvez écrire vos questions. Vous voyez en bas de votre écran, vous avez un petit questions et réponses. Donc vous pouvez les écrire, j'en prends note et on essaiera d'y répondre avant la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions. Dernier témoignage du côté de l'association, du côté des membres de French Healthcare Association, celui de Benjamin Dimbavant, qui est directeur du développement de SFEH et qui va vous expliquer un petit peu la mission d'un ensemblier pour équiper un projet, un hôpital, un projet hospitalier, et puis son travail pour promouvoir l'offre française également. Benjamin. Oui, merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous et merci à CECI International, à French Healthcare pour l'organisation de cet événement. Donc, comme l'a dit Catherine, je vais essayer de vous parler un petit peu du rôle de l'ensemblier dans le cadre des projets à l'export sur le secteur de la santé que promeut l'association French Healthcare. Donc, la Société française d'équipement hospitalier réalise des projets à l'export dans le secteur de la santé. Donc, une fois que ça c'est dit, et dans le cadre de l'association French Healthcare, comprendre le rôle de l'ensemblier, en fait, c'est voir les différentes parties prenantes du projet à l'export. Donc, on en a cité quelques-unes là depuis le début de la conférence, et voir que le rôle de l'ensemblier va être en fait d'être à l'interface entre ces différentes parties prenantes au meilleur des intérêts communs de chacun. C'est d'essayer d'arriver à cet équilibre. Donc, les parties prenantes vont être bien évidemment en tout premier lieu les autorités françaises, donc la Direction générale du Trésor, le réseau des ambassades, des missions économiques dans les ambassades. Donc, pour ce qui est de la Société française d'équipement hospitalier, par exemple, on travaille étroitement avec les missions économiques des pays dans lesquels on intervient, toujours. Et on a un contact régulier avec eux sur notre activité, les opportunités commerciales et les objectifs de ces opportunités commerciales. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Il y a bien sûr les autorités du pays récipiendaire d'un prêt du Trésor. Donc dans ces cas-là, ça va être, pour ce qui nous concerne, le ministère de la Santé, ou parfois aussi le ministère des Finances. Donc on va déjà avoir un rôle d'interface entre le ministère de la Santé d'une part qui va exprimer un besoin et les autorités françaises qui vont prendre en considération ce besoin qui a été exprimé et qui va être présenté par l'ensemblier. Ensuite, on a également comme partie prenante des projets les organismes financiers ou les agences de crédit, donc BPI Export ou les banques françaises qui peuvent aussi intervenir pour financer certains projets. BPI, bien évidemment, qui va analyser également quand ils mettent en place des garanties pour réaliser les projets. Quand ils déploient la palette de leurs services pour les entreprises françaises à l'export, ils vont avoir un regard à porter sur le projet, la façon dont il est organisé. Ensuite, vous avez tous les acteurs de la conception et de la maîtrise d'œuvre, dont certains sont évidemment membres de French Healthcare. Donc, on a cité AIA tout à l'heure, grand cabinet d'architectes. Vous avez bien évidemment les bureaux d'études, avec des bureaux d'études en France qui ont une très, très grande expertise en matière d'infrastructures hospitalières. Vous avez bien évidemment les acteurs de la construction, dont Bouygues est un des plus gros représentants mondiaux, membres de l'association aussi. Bien évidemment, ensuite, les fabricants des équipements médicaux. Donc, c'est toute l'industrie des équipements médicaux en France. Et puis, après, vous avez les autres organismes qui ont été cités par Jean-François Gendron, donc qui peuvent être des établissements hospitaliers, qui peuvent être des pôles d'expertise, qui peuvent être tout un ensemble de services que la France en matière de santé va pouvoir apporter. Donc, l'idée de l'ensemblier, c'est de pouvoir constituer autour de ce nœud, autour de cette position centrale, un ensemble de prestations qui vont permettre de mettre en place un projet à forte composante française et qui va répondre aux besoins du client. Donc, vous avez ensuite la partie logistique. Donc, on n'a pas cité les logisticiens, mais on a des sociétés en France comme des armateurs comme CMA CGM ou des logisticiens comme Bolloré, avec qui nous travaillons beaucoup, par exemple, qui vont également avoir un rôle important à jouer dans le projet pour l'acheminement des marchandises, évidemment, mais aussi pour la composante française du projet.
Et enfin, vous avez les prestataires locaux, les partenaires locaux, puisque chaque projet ne peut pas se réaliser sans les prestataires locaux. Donc, l'ensemblier va être à la manœuvre, je dirais, pour coordonner les interventions de ces différents prestataires, de ces différentes parties prenantes. Donc, pour ce qui concerne les projets proprement dits, le premier rôle de l'ensemblier va être de fédérer les différentes parties prenantes, donc proposer des solutions intégrées, pour regrouper les offres des différents acteurs, les offres complémentaires. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un fabricant d'équipements français X ou Y peut avoir une très belle opportunité commerciale dans un pays, mais le client avec qui il est en contact, que ce soit un ministère, que ce soit un hôpital public, un CHU, peut avoir besoin d'un certain nombre de prestations connexes à ajouter, d'autres équipements tout simplement, des prestations de formation, du partenariat, etc. Voilà, donc l'ensemblier qui va porter le projet va permettre d'agréger toutes ces prestations complémentaires. On va être aux côtés, soit l'ensemblier va porter directement l'offre, soit l'ensemblier va être partenaire dans l'offre, et auquel cas, il pourrait être aux côtés, par exemple, d'un constructeur pour apporter une expertise technique en matière de génie biomédical. Donc, tout ce qui va concerner les équipements médicaux de l'infrastructure. La personne qui a le projet, l'entité qui a le projet n'a pas forcément d'expertise en matière de génie biomédical, et dans ce cas, on va s'appuyer sur un ensemblier pour réaliser un certain nombre de prestations, donc rédaction de cahiers des charges, par exemple de plans d'équipement pour un établissement qui serait construit et qu'il faudrait équiper, préparer des fiches techniques, par exemple, à annexer à la proposition commerciale, bien évidemment préparer tous les chiffrages correspondants, et le tout dans le respect des contraintes imposées par la Direction générale du Trésor sur les prêts qui sont mis en place. Donc, ça peut être des contraintes qui vont de 50 à 70% de parts françaises selon la typologie des projets et des contrats. Donc, le rôle de l'ensemblier va être d'aller frapper à la porte de tous les fabricants français et de les mobiliser pour constituer des offres qui soient à la fois compétitives, qui répondent en matière d'objectifs commerciaux pour le client et qui soient compatibles avec ce qu'a demandé la Direction générale du Trésor. Voilà. On va être là sur la partie avant-vente. Également, on peut être aux côtés de l'entité qui va porter le projet, si ce n'est pas nous qui portons le projet nous-mêmes. Avec un constructeur, par exemple, on peut être à ses côtés pour mener toutes les discussions techniques sur l'équipement de l'hôpital. Quels équipements acheter? Quelle est l'offre française en matière d'équipement hospitalier? Savoir que, par exemple, AHF va proposer des lits de réanimation. Savoir que Medic-Prémam fait des incubateurs pour les nouveau-nés, savoir que Air Liquide va pouvoir proposer des appareils, des respirateurs pour la réanimation, ce genre de choses. Ça, c'est le domaine d'expertise de l'ensemblier qui va pouvoir donc vraiment proposer l'offre française d'équipement, mais dans son ensemble. Au moment des négociations commerciales, l'ensemblier va pouvoir proposer des alternatives, va être là pour faire tout le travail de mise à jour des dossiers techniques autour des équipements. Donc, sur un établissement hospitalier, ça peut être plusieurs centaines d'équipements, c'est quelque chose qui peut être très lourd à gérer. Et pour le constructeur, on va être là notamment aussi pour pouvoir distribuer tous les équipements dans l'établissement pendant toute la phase de préparation des études, s'assurer que les équipements sont en cohérence avec, bien évidemment, ce qui est vendu, et avec les études qui sont réalisées pour la construction de l'établissement. Une fois qu'on passe en phase exécution du projet, le rôle de l'ensemblier va être beaucoup plus opérationnel. Peut-être on peut lui confier l'achat de l'ensemble des équipements. Donc, ça permet d'avoir un interlocuteur unique pour réaliser toutes les prestations d'achat, d'acheminement des équipements sur le lieu d'installation, d'installation évidemment des équipements, de mise en service, la gestion des garanties qu'il y a autour de tous ces équipements. Voilà. Donc, dans ce cas, l'ensemblier va être un rôle de coordination au moment de l'exécution du projet.
Une fois que ces équipements sont installés, on va demander à l'ensemblier de gérer les garanties et de gérer la maintenance préventive de ces équipements. Donc ça, c'est pareil. Plutôt que pour la personne qui est contractant sur l'opération ou pour le client, c'est intéressant d'avoir un interlocuteur unique qui puisse gérer l'ensemble des interlocuteurs concernés. Donc ça peut être des dizaines, des vingtaines, trentaines, cinquantaines de fabricants différents pour la gestion de l'ensemble des équipements de l'établissement. Voilà, donc le rôle de l'ensemblier est vraiment d'être à l'interface des différents acteurs qu'on a cités, de coordonner, de mobiliser, et puis d'exécuter, c'est-à-dire d'être aussi présent sur le terrain en exécution. Donc, voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour en savoir un petit peu plus, vous avez notre site internet, sfh.com, qui détaille le métier que je viens de vous résumer très vite et qui montre également quelques-unes de nos références. Voilà. Merci Benjamin. Avec ce troisième témoignage de membres de l'association, on espère vous avoir montré un petit peu un échantillon très représentatif de l'offre française dans les projets d'infrastructures hospitalières qui peuvent se présenter à l'étranger. On va avoir l'éclairage, la chance d'avoir l'éclairage Chambre de commerce française en Pologne et en Roumanie qui vont nous, je pense, préciser un petit peu les attentes de ces pays à cet égard. Avant cela, un deuxième sondage vous est proposé. Une question importante par rapport aux pays en question, justement la Pologne et la Roumanie. Avez-vous l'habitude de travailler pour le secteur public? Parce que les caractéristiques dans ce cas sont un peu différentes du travail pour le secteur privé. Oui ou non, vous pouvez voter. Catherine, en attendant les réponses, que je voulais rajouter par rapport à l'intervention de nos amis, c'est que, bien évidemment, on va se focaliser un peu plus sur la Pologne et la Roumanie, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de projets hospitaliers et que la France a toute sa place pour y répondre, d'où le travail que nous faisons au sein de l'association, comme en a parlé Jean-Louis. Et l'intervention de nos amis avant moi montre ou démontre, si toutefois certains avaient des doutes, que c'est relativement difficile d'aller seul à l'étranger, notamment sur ce sujet-là, et que quand on peut y aller en meute, y aller en groupe à travers un constructeur, à travers un ensemblier et via l'association, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus facile et ça donne surtout beaucoup plus de lisibilité aux entreprises qui répondent à ces demandes. Voilà, est-ce qu'on va avoir les résultats du sondage? Donc non, pour 59% d'entre vous, pour ce qui est de l'habitude de travailler avec le secteur public, et oui pour 41%. Donc je ne sais pas si ces réponses vont orienter un petit peu la communication des prochaines intervenantes, qui sont donc les directrices des chambres françaises de commerce en Pologne et en Roumanie. C'est à vous, mesdames. Voilà, Adriana qui partage la présentation. Bonjour, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec ma collègue de Pologne devant vous pour vous présenter les lignes générales et les opportunités en fait du développement des infrastructures hospitalières. A priori, la Roumanie pour moi et la Pologne pour Monica. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Adriana Rocor, je suis directrice de la Chambre de commerce française en Roumanie. Aujourd'hui, une communauté d'affaires de 550 entreprises membres et qui a une forte dynamique en fait autour de à peu près 200 événements chaque année. Monica?
Oui, merci Adriana. Pareil, donc Chambre de commerce française qui est installée en Pologne depuis plus de 25 ans et qui regroupe plus de 400 sociétés françaises ou locales qui sont implantées en tout cas donc en Pologne, avec aussi une forte présence dans l'événementiel. Alors, jusqu'à maintenant, beaucoup dans les événements en présentiel et depuis un an, nous nous sommes donc retournés et organisons toutes les formations, les rencontres, même des réunions de networking de façon virtuelle, un peu comme nous le faisons aujourd'hui. Avec aussi, Adriana, je pense que tu vas la compléter, le travail par le groupe de travail, par thème ou par secteur, et notamment, je pense qu'il peut être intéressant aussi pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui, sur le comité de santé, qui est très présent et qui est très actif au sein de notre communauté d'affaires française pour notre pays. Une autre dimension de nos chambres en général, à l'international et bien sûr sur les deux pays respectifs, c'est notre offre d'accompagnement des entreprises françaises qui sont intéressées par nos marchés. Une offre qui est basée d'un côté sur les communautés locales que vous avez vu nous animons au quotidien et de l'autre côté sur l'expertise en fait de nos équipes, une expertise qu'on a développée au fil du temps. Et donc un accompagnement qui porte sur l'information, les études de marché, les diagnostics, sur la prospection active de distributeurs, de fournisseurs, de clients, de sous-traitants, des services d'implantation, que ce soit des études d'implantation ou de l'hébergement, la domiciliation, l'assistance au recrutement. Et enfin, le développement commercial, le développement long terme, que ce soit internalisé par les chambres comme la formule du commercial à temps partagé ou un accompagnement direct de vos équipes commerciales. Donc, notre valeur ajoutée, comme je vous disais, c'est notre écosystème, notre réseau d'affaires franco-local, la connaissance du marché, notre adaptabilité et les équipes qui sont souvent binationales et souvent trilingues, en fait, qui peuvent vous permettre de vous connecter au marché local. Sans tarder, je vais passer à la présentation des opportunités dans l'infrastructure hospitalière en Roumanie. Quelques chiffres clés sur la Roumanie. Les dépenses publiques dans la santé actuellement représentent à peu près la moitié de la moyenne européenne, donc sont assez faibles par rapport aux autres pays de la région, en augmentation, mais restent assez faibles. Aujourd'hui, nous avons en Roumanie à peu près 63 000 unités médicales et 63 000 médecins. Vous avez une répartition des différentes de la typologie de ces infrastructures. Un chiffre qui m'a paru intéressant, c'est que chaque année, nous avons 9 millions d'admissions dans ces infrastructures médicales pour une population de 19 millions d'habitants. Ce qui montre en fait un taux de consommation, pour ainsi dire, assez élevé chaque année et qui met une pression sur le système. Un système qui d'ailleurs est en train d'évoluer vers une inversion de la pyramide des services. Un système qui très très longtemps était basé sur une infrastructure assez vétuste, une infrastructure pavillonnaire avec beaucoup d'interventions hospitalisées en fait et qui essaye d'évoluer depuis quelques années vers des formules beaucoup plus souples, beaucoup plus accessibles, un ambulatoire et plus centré en fait sur le traitement et la prévention que sur le traitement lourd et l'admission en centre hospitalier. Quelques mots sur la stratégie nationale pour le système de la santé, une stratégie qui met en priorité numéro 1 la modernisation de l'infrastructure, mais également le diagnostic et la prévention, l'accès à l'acte médical avec notamment le traitement des déserts médicaux. En Roumanie, on se confronte également avec ce phénomène. Le développement de la ressource humaine,
le financement du système de la santé et la capacité institutionnelle de gestion. Ces stratégies, en fait, se traduisent notamment pour le nouvel exercice budgétaire par quelques priorités qui sont incluses dans un programme opérationnel cofinancé par les financements européens et le budget de l'État. Et comme vous pouvez voir, en fait, dans ce programme qui totalise 4,7 milliards d'euros, les investissements dans l'infrastructure représentent une grande partie, comme le développement, en fait, des services associés à ces infrastructures qui représentent l'autre grosse partie de l'investissement. Quelles sont nos priorités avec notre comité santé qu'on met au centre de notre action avec les entreprises? Donc, une contribution active au développement de l'infrastructure, la mise en évidence et la connexion avec les projets de développement public ou privé, des interventions sur la prévention et notamment dans ce contexte actuel sur la vaccination. On insiste aussi sur les travaux de digitalisation avec notamment l'adoption de la télémédecine, la capitalisation en fait de l'expérience positive que la Roumanie a démontrée pendant la période de Covid et qu'on souhaite pérenniser. Et enfin, le financement et les innovations avec deux interventions majeures en 2021. Dans le deuxième semestre, une rencontre d'affaires sur le secteur des équipements qui est d'ailleurs organisée en partenariat avec la French Healthcare et l'équipe de France en Roumanie, à savoir l'Institut français, la Chambre et Business France. Et une publication d'un livre blanc, en fait, qui détaille les priorités dont je viens de vous parler et qui met en avant en fait, l'expertise de notre communauté devant les parties prenantes publiques. Je vais m'arrêter ici et je vais donner maintenant la parole à ma collègue en Pologne pour les opportunités du marché polonais. Merci beaucoup, Adriana. C'est une information très complète que tu as pu donner sur le marché roumain. La Pologne a été partiellement déjà présentée par des acteurs qui y sont présents. Je voulais juste attirer votre attention sur quelques peut-être chiffres qui paraissent basiques. Adriana, si tu peux peut-être passer donc au slide suivant. N'oubliez pas donc que le système du financement du secteur de la santé en Pologne est surtout donc financé par les cotisations sociales, un peu comme en France. Je pense que quelqu'un donc l'avait déjà dit, mais il est de plus en plus aussi complété par le système d'assurance privée. Et donc, il faut qu'on prenne en compte les deux parties, à la fois donc la partie de système privé et ce système public et le système privé qui se développe de plus en plus. La Pologne, comme la Roumanie, est un pays qui dépense finalement relativement peu par rapport donc à la moyenne européenne pour le secteur de la santé. Néanmoins, chaque année, ces chiffres, ces montants augmentent et le comité santé auprès de la CCIFP a pour rôle justement de promouvoir l'offre française et de lutter, si je peux dire ainsi, pour le développement des dépenses publiques pour le secteur de la santé. Adriana a la main sur les slides, donc elle maîtrise mon ton de parole et les informations que je puisse vous présenter. Donc, juste peut-être à titre d'information pour comparer un tout petit peu aussi la Pologne, la Roumanie et la France. Donc, environ 1100 hôpitaux que nous pouvons compter donc, en Pologne. Vous voyez donc une grande majorité, ce sont des établissements de santé publics. Néanmoins, de plus en plus des établissements de santé, parce que ce n'est pas que des hôpitaux, elles sont développées par les secteurs privés, des cliniques, des hôpitaux, des soins ambulatoires qui sont délivrés par des acteurs privés. Un nombre de pharmacies aussi assez important. Chose aussi que je mentionne également, ces systèmes de soins ambulatoires, qu'ils soient publics ou privés, qui sont donc les endroits de premiers soins où les Polonais vont en premier lieu.
Vous avez donc aussi le nombre de lits d'hôpitaux per capita qui est donc démontré sur la carte de la Pologne. Je pense que c'est Jean-Louis qui l'avait mentionné. La Pologne est un pays qui est assez décentralisé avec plusieurs grandes villes. Vous voyez donc quelques voïvodis, ce qu'on appelle des régions, équivalent de régions françaises qui sont présentées donc sur la carte. Et chacune de ces régions possède donc plusieurs hôpitaux qui peuvent être, donc, je le démontre dans le slide suivant, gérés soit par l'État et financés donc essentiellement par l'État, soit par des infrastructures donc locales, par des collectivités locales. Quelques informations sur des nouveaux projets de perspectives en quelque sorte pour le secteur. Alors on parle, et c'est vrai, surtout pour la modernisation, l'équipement des structures déjà existantes, mais quelques nouveaux projets vont avoir lieu. Un nouvel hôpital vient d'être ouvert à Varsovie, dans la partie sud de Varsovie, au mois de février. Donc pour l'instant, essentiellement donc destiné à des patients, on va dire, Covid, mais à terme qui sera donc développé. Vous avez quelques exemples de projets qui se font donc entre Varsovie, Bydgoszcz et autres villes en Pologne. Le gouvernement a donc 11 gros projets d'investissement, de modernisation d'environ plus de 320 millions d'euros pour ce projet. Ces projets, alors c'est ça la difficulté d'un pays qui est décentralisé, c'est que certains projets sont gérés, sont menés par des collectivités locales. Et donc on parle d'un projet par exemple en cours à côté de Varsovie, à Legionowo, où donc il y a un hôpital pour environ 80 lits qui est en cours de construction, de réaménagement et de construction, et qui devrait être ouvert en 2022, donc très prochainement. Les autorités de Radom, donc une ville à une centaine de kilomètres de Varsovie, viennent d'annoncer qu'ils souhaitent donc mettre en place un nouveau projet pour l'ouverture d'un troisième hôpital dans cette ville. Wrocław devrait donc construire un nouvel hôpital pour environ 67 millions d'euros pour un centre oncologique avec environ 700 lits de prévus. Kielce, donc une ville moyenne, on va dire, en Pologne, a également donc prévu. Donc, on peut multiplier ces projets à chaque fois. Donc, il s'agit soit de projets complètement nouveaux, mais beaucoup de projets de modernisation sont également prévus parce que Jean-Louis Fuse l'avait également mentionné, c'est une infrastructure qui a été développée dans les années 50, 60, 70, mais qui nécessite bien évidemment besoin d'une modernisation, des équipements nouveaux. Justement, quand on parle des équipements médicaux, la Pologne vient de mettre en place un projet de choix d'appareils médicaux sur la base qui paraît donc tout à fait normal, sur la base des critères, ce qu'on appelle HB-HTA, donc Hospital Based Health Technology Assessment, pour le choix de ces équipements, chose qui n'était pas jusqu'à maintenant réalisée en Pologne. Ce projet est donc phase pilote et à partir de 2022, tout appareil médical acheté donc pour les hôpitaux et pour les infrastructures hôtelières en Pologne devrait être mesuré via donc ce critère. Donc voilà donc de projets. J'ai une minute qui me reste, donc je termine juste pour vous dire que donc à la fois donc ces projets des modernisations de construction, mais aussi tous ces projets par exemple de tourisme médical en Pologne, car les soins en stomatologie, en chirurgie esthétique, en médecine thermale sont de plus en plus pris et demandé par des clients aussi étrangers. Il est important aussi de souligner que la Pologne est une population malheureusement très vieillissante, donc toute la partie silver economy reste importante et la Pologne donc aura besoin des nouveaux projets, pourquoi pas donc venant de la France. Je tiens à souligner que nous projetons donc d'organiser une mission pour l'industrie
pharmaceutique en fin octobre de 2021 pour justement accueillir toutes les sociétés qui souhaitent travailler avec les acheteurs dans l'industrie pharmaceutique en Pologne. Donc, nous sommes à votre disposition pour vous mettre en contact avec ces sociétés en Pologne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, de cet éclairage sur les opportunités locales. Il est 15h30. Il y a des questions par rapport aux coordonnées des intervenants. Je pense que tous les inscrits pourront recevoir sans problème les présentations et les coordonnées des intervenants et après prendre des contacts directs avec certains d'entre eux. Merci beaucoup à tous de votre participation à ce workshop que nous espérons informatif pour vous. Et on espère donc pouvoir continuer à communiquer avec vous individuellement. Merci beaucoup.